Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire Xylica, édition numéro 2. Alors aujourd'hui, comme promis la dernière fois, on va se plonger au cœur du Xylica Designer, logiciel de programmation des appareils Xylica. L'intégralité de la gamme qu'on a pu voir dans le dernier webinaire va être programmable et programmée à travers ce logiciel unique, qui s'appelle Xylica Designer. Certains d'entre vous le connaissent probablement déjà. Aujourd'hui, on va explorer des fonctions un peu particulières avec un focus sur la partie automatisation du chipset embarqué Xylica qui va vous permettre de piloter vos salles, que ce soit salle de réunion ou salle ou à lieu sonorisation au sens plus large du terme. Voilà. On va pouvoir envoyer des commandes IP et contrôler tout un panel d'appareils via des commandes TCP. Et puis après, dans un second temps, je vous montrerai quelques exemples de programmation et surtout d'interfaces visuelles. Puisque j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que Jacob Rindman, basé en Suède, a rejoint l'équipe Xylica il y a 2 semaines maintenant, et qui va pouvoir s'occuper de la partie support technique au niveau européen. Donc voilà, un nouvel élément, bienvenue au sein de l'équipe Xylica Europe, avec qui vous allez pouvoir être en contact très prochainement via l'adresse support@xylica.com. Donc voilà. C'est tout, on va pouvoir commencer directement à rentrer dans le designer, alors c'est parti. Donc vous voyez ici, pour ceux qui connaissent déjà, on se retrouve sur la page d'accueil du Xylica Designer. Vous savez très bien que j'aime bien commencer par Network View pour regarder un petit peu les différents appareils qu'on peut retrouver sur notre réseau. De là, on va commencer à faire une programmation assez basique. Avant ça, je vais vous faire un petit tour des différentes possibilités, des différents menus auxquels on va pouvoir avoir accès depuis cette interface, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se familiariser avec le designer. Alors c'est assez simple, c'est plutôt facile, hein. Vous voyez, File, comme dans quasiment tous les logiciels de programmation, vous allez pouvoir ici créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant. Là ici vous allez avoir des suggestions de différents projets qui auraient pu être utilisés dans votre ordinateur. Et ici, petite nouveauté, on en avait parlé depuis l'année dernière, les voici enfin. Depuis quelques mois, vous avez pu constater l'apparition des Project Templates. On va ouvrir une directement, ici, avec la TCC2 Room Template. Donc, c'est une programmation qui est toute faite, qui va vous permettre, en quelques clics seulement, d'avoir accès à une salle de réunion, toute paramétrée, prête à être utilisée. Vous n'avez plus qu'à intégrer ce design dans vos appareils Xylica, et bien sûr les autres appareils existants. Ici, vous voyez notre module qui vient piloter notre Team Connect Sailing 2 de chez Sennheiser. Donc voilà, on a ces templates qui sont déjà tout faits, qui vont pouvoir être adapté bien sûr aux besoins réels de votre installation, mais tout en permettant bien sûr de réduire drastiquement le temps de programmation sur toutes vos installations. Donc voilà, ici, je ne vais pas rentrer plus en détail, c'était simplement ma volonté de pouvoir vous présenter ces petits room templates. Donc disponible actuellement, on a le TCC2, le TCC-M, la Decia de chez Yamaha, et en test actuellement dans les labos Xylica avec la Shure Amixa 920, qui sera disponible d'ici 1 mois ou 2, on va dire d'ici fin d'année. Voilà ici Project Templates, toujours bon à savoir. Ici on va pouvoir enregistrer le projet qui est actuellement ouvert, l'enregistrer avec un nom, fermer le projet, ainsi de suite. Donc voilà, plutôt straightforward. Ici, dans les préférences, vous allez pouvoir gérer le fuseau horaire de votre équipement, mais aussi dans le look and feel. Si vous désirez avoir une police un peu plus grande ou un peu plus petite, changez la police en elle-même. Enfin voilà, on est sur du réglage classique. Et enfin, les infos de debug avec ici les dernières notes de mise à jour des firmware qui ont été mises à disposition. Alors ici, on est en version 4.9. D'ailleurs, si vous vous demandez quelle version vous êtes en train d'opérer sur votre Xylica Designer, vous pouvez venir ici dans About, et on vous indiquera simplement la version dans laquelle vous êtes, et si vous avez besoin de faire une mise à jour. Ici, View, on va retrouver l'accès aux différentes vues proposées dans le Xylica. Donc vous voyez, je peux réussir à retourner sur ma vue réseau, ma vue Dante ou ma vue projet. C'est exactement la même chose que l'on retrouve ici en haut à droite, Network View, Dante View ou vue projet. Ensuite, dans Projet, on va avoir tout un tas de paramètres très utiles, notamment les informations sur le projet. On va pouvoir renseigner un nom,
l'auteur de la réalisation de la programmation, voilà, également un password. Donc si on veut rajouter un mot de passe afin de protéger notre document d'utilisation ultérieure, c'est ici que ça se passe. Third Party Project Preset, pardon. On va retrouver tous les presets qui ont été créés au sein de notre projet pour pouvoir, par exemple, dans le cas d'une utilisation avec un automate externe, les rappeler à distance. Ici, on va retrouver Third Party Control Elements. Alors là, il n'y en a pas, on est sur une liste vide. C'est encore une fois quand on veut piloter un paramètre précis au sein d'un appareil Xilica avec un automate externe, on va devoir créer des points de contrôle et ces points de contrôle vont être listés ici. Et enfin, les deux derniers, vous allez avoir des fonctionnalités aussi très utiles. Design Drawings, ici, va vous permettre d'avoir un plan CAD automatiquement formé par le Xilica Designer, donc prêt à être utilisé. Et ici, Bill of Materials, on va avoir une liste de tous les appareils présents sur votre feuille de programmation pour pouvoir, par exemple, calculer assez rapidement le coût de déploiement de votre installation. Donc, c'est des petits ajouts qui ne sont pas essentiels, mais qui sont toujours utiles à avoir sous la main. Ici, Device Management, on va y retourner juste après. Juste après, d'ailleurs, c'est maintenant. Donc, Device Firmware Manager. Ça ici, si vous avez déjà utilisé du matériel Xilica, vous connaissez forcément ce Device Firmware Manager. Il va vous permettre tout simplement d'aller rechercher donc, en ligne tous les firmwares qui sont actuellement disponibles, ou plutôt mis à disposition par Xilica, et de les télécharger. Alors, vous voyez qu'on est effectivement en 4.9, mais j'ai encore le 4.8, 4.6, qui sont downloaded au sein de mon appareil. Donc une fois qu'ils ont été téléchargés, on n'a plus besoin d'être en ligne, on peut aller sur une installation et déployer des mises à jour firmware sans être connecté à Internet. Et j'ai aussi la possibilité de rétrograder mes firmware au cas où je suis face à un bug et je souhaite solutionner rapidement le problème. Voilà, ça peut arriver. Sur la 4.9, on n'a pas de gros problèmes connus. En tout cas, si jamais ça arrive, on peut rétrograder en 4.8 par exemple, pour mettre en œuvre l'installation avant qu'un fixe ne soit apporté au problème. Et si vous rencontrez cette situation, bien sûr, communiquez-le nous, qu'on puisse résoudre le problème dans les plus brefs délais. Solaro System BIOS Update, ça c'est un onglet utilisé uniquement par Televic lorsqu'il y a une réparation de carte mère qui doit avoir lieu. Donc ça, vous n'avez pas à vous en préoccuper. LUA Editor, ici on va pouvoir accéder à notre moteur de scripting LUA qui est intégré au sein du Xilica Designer, qui va vous permettre de coder sur mesure des modules de pilotage des appareils externes. Troubleshooting et Help, vous allez avoir principalement des liens vers les sites internet qui vont vous permettre d'avoir accès à des ressources pour venir vous aider en cas de problème lors de votre expérience de programmation. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon. Si vous souhaitez localiser différentes fonctionnalités, voilà. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, je vais prendre un processeur et créer un projet à partir de celui-ci. Bien sûr, j'aurais pu partir d'une feuille blanche, mais question d'habitude. Donc voilà, on se retrouve ici avec une feuille de programmation avec un FR1. Je vais quand même repasser un petit peu les basiques, ou plutôt la logique de programmation de ce Xilica Designer. Donc ici, on se trouve en ce que j'aime bien appeler la Layer 1 de programmation. Donc en Layer 1, on retrouve tous les appareils qui vont être sur notre réseau, qui vont être en train de communiquer entre eux pour répondre aux besoins de l'installation. On a notre feuille ici, on commence avec une page blanche, hein, et on va chercher ici, dans la bibliothèque à gauche, tous les drivers disponibles. Alors je prends par exemple une dalle Yamaha RMCG, vous voyez, elle est juste ici. Ça peut être une dalle Sennheiser, ça peut être des caméras Visca sur IP. Ici, on a le driver pour la Shure MXA 920. Sennheiser Team Connect Medium et Team Connect Selling 2. Donc voilà, on a la possibilité de venir cliquer-glisser les modules afin d'avoir un contrôle. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent Sennheiser, ici on a une représentation du contrôle cockpit au sein du Xilica Designer. Donc on a vraiment accès au mute, à l'output de la dalle et ainsi de suite, juste en effectuant une connexion IP. Donc voilà ce qu'on peut faire. Ça c'est quand il y a un driver existant qui est disponible. Donc si vous voulez, la programmation dans ces cas-là, elle est assez simple, hein. Il suffit de faire glisser le driver, d'identifier l'adresse IP de l'appareil, et c'est tout. Nous ici, ce qu'on va regarder aujourd'hui, plus en détail, c'est le cas de figure
où vous avez un appareil que vous souhaitez contrôler avec le Xilica, mais vous n'avez pas de driver existant. Alors, bien sûr, veuillez noter que les processeurs Xilica ne sont pas des automates. Ce sont des processeurs audio avec une fonctionnalité d'automation qui est intégrée. Donc ça va convenir à de la petite automation. Par exemple, allumer et éteindre un écran dans une salle, faire descendre un écran de vidéoprojection, voilà, allumer et éteindre un vidéoprojecteur. Voilà, c'est principalement là-dessus qu'on va s'arrêter. On va pas chercher à avoir de scénarios d'automatisation trop complexes, puisque le processeur n'est pas fait pour ça, il est fait pour de l'audio. Mais ça va vous permettre notamment, avec ces petites fonctionnalités d'automation, d'avoir une salle complète avec contrôle via panel tactile. On verra aussi comment, à la fin, on programme un X-Touch, donc les interfaces tactiles. Et donc voilà, histoire d'avoir un petit bundle complet avec une dalle plafond, un moniteur, que tout soit piloté. C'est ça qu'on cherche à faire, on ne cherche pas à aller sur des scénarios trop complexes. Le processeur n'est pas fait pour ça, il trouvera sa limite si on essaye d'aller trop loin. Donc allons-y. Ici, on va partir d'un premier exemple. En réalité, on aura deux exemples. Vous allez voir que la logique reste la même à travers toute l'interface de programmation. Je vais me rendre ici sur ce petit bouton-là qui s'appelle Project Controller. Donc Project Controller, en cliquant dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui vient s'ouvrir. Je vais la mettre en grand. Et ici, on se retrouve sur une nouvelle page Project Controller. On va prendre deux exemples. Le premier, ça va être d'allumer un écran on-off. Un écran tierce, peu importe que ce soit un Samsung, un LG, ainsi de suite. Simplement, on va vouloir l'identifier ici. Donc, on va aller dans la catégorie Network I/O. Et dans Network I/O, on retrouve TCP Client Connection. Donc, vous voyez, ici, il me suffit de faire glisser ce bloc. Et ce bloc, il va nous servir à identifier l'appareil branché sur notre réseau, pilotable sur IP, bien entendu. Si l'appareil n'est pas pilotable sur IP, ça ne fonctionnera pas automatiquement. Donc on va pouvoir identifier notre appareil ici. Tout simplement, je double-clique, et ici, on vient mettre une adresse IP. Je vais en mettre une totalement aléatoire. Donc l'adresse IP de l'appareil qu'on souhaite piloter. Et ensuite, dans TCP port, là, ça va dépendre du fabricant. Je vais mettre aussi un port aléatoire. Là, bien sûr, il faudra demander le guide des API de l'appareil que vous souhaitez piloter. Et vous allez avoir toutes ces informations, donc sur quel port communiquer la commande d'allumage ou d'extinction de l'écran, etc. Donc là, on est sur un scénario assez simple. On a un écran qui est identifié par ce bloc-là ici. On va chercher à l'allumer et l'éteindre. Donc je vais aller chercher ici, dans mes User Interface Modules, je vais aller chercher un toggle on-off. Voilà, un petit bouton on-off, on-off, tout simplement. Maintenant, mon objectif, puisque ici, si j'essaye de faire une connexion comme je peux le faire habituellement en layer 2, c'est-à-dire dans la programmation audio où on cherche à faire transiter notre signal audio à travers le processeur, là, vous voyez ici, je ne peux pas faire de liaison. Tout simplement, puisqu'on a un pin ici, un connecteur virtuel, bien sûr, qui est triangulaire, donc qui correspond à de la logique. Ici, on a un connecteur qui est rectangulaire, qui correspond à du binaire. Et pour faire la liaison entre ces deux-là, donc cette adresse IP, à laquelle on souhaite envoyer un toggle on-off, on va aller chercher dans la catégorie Value Conversion Modules, donc les modules de conversion de valeur. Et là, on vient de dire qu'on était sur du logique vers du binaire, donc on va aller prendre le Logic to Binary Data Converter. Ce Logic to Binary Data Converter, vous voyez que simplement, en premier lieu, il vient nous faire la liaison entre les deux blocs existants. Et voilà, c'est à peu près tout. La dernière étape consiste à double-cliquer ici pour ouvrir notre petite fenêtre de ce convertisseur. Qu'est-ce qu'il va convertir? Eh bien, il va convertir le on ici en une commande qu'on va inscrire ici pour l'envoyer vers cette adresse IP. Donc vous voyez, en 3 petites étapes, avec 3 blocs, on arrive à envoyer de la commande. Alors, bien sûr, vous pouvez le mettre en hexadécimal ou en alphanumérique.
selon les prérequis de l'appareil que vous souhaitez contrôler. Il va vous suffire de noter votre petite commande juste ici. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir loader votre design au sein de votre appareil. Moi, je ne vais pas le faire là maintenant. Et pouvoir effectuer un premier test en appuyant tout simplement ici sur Toggle On-Off. Si l'appareil s'allume bien et s'éteint bien, programmation réussie. Donc là, on reste sur un scénario qui est relativement simple, donc avec 3 blocs. Mais après, vous allez peut-être me dire, là on est sur un écran on-off, peut-être que on cherche à avoir, on n'a que 2 commandes possibles, soit s'allumer, soit s'éteindre. Si je cherche à piloter un switcher vidéo, par exemple, j'ai besoin de lui envoyer une commande pour qu'il choisisse la source 1, une autre pour la source 2, une autre pour la source 3, et ainsi de suite. Donc comment on fait dans ce cas-là pour avoir une multitude de commandes envoyées à un même appareil? Alors bien sûr, je vais vous montrer aussi, si vous n'avez pas un appareil ou un écran, là en l'occurrence, mais plusieurs écrans auxquels vous souhaitez envoyer la même commande, il suffit de multiplier le nombre de blocs TCP client, vous venez changer l'adresse IP, bien sûr, par rapport à l'appareil, et ici, vous venez multiplier la connexion. Donc les mêmes commandes seront envoyées à différents appareils, de cette manière. Vous voyez, c'est assez simple à prendre en main. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un autre bloc TCP Client Connection. Voilà, et celui-ci, il va être un peu divergent. On va dire que c'est un switcher vidéo, donc on n'a plus de commandes à envoyer, mais on a plutôt 5 commandes à envoyer. Donc pour ce faire, ici, je vais faire marche arrière, je vais venir dans mon processeur Solaro. Donc ici, je le disais, ici on est layer 1, ici moi j'appelle ça la layer 2, et là Project Controller, j'appelle ça la layer 3. Donc on va aller en layer 2, deuxième couche de programmation. Vous voyez pour ceux qui connaissent, on a toutes nos petites cartes modulables qui vont remonter automatiquement ici. Hop, donc ce que je vais venir faire, bon alors j'aurais pas besoin de faire de programmation, donc là j'ai le réflexe d'écarter les modules pour faire de la place, mais je vais venir simplement cliquer glisser un input selector. Un input selector auquel je vais assigner 5 entrées. Ça nous donne un menu déroulant avec 5 possibilités. Donc 5 possibilités d'état. Et ce que je vais faire, c'est que ce petit menu déroulant, je vais venir le cliquer glisser dans mon Project Controller. Alors pour ça, CTRL-clic, il est en orange, il est donc sélectionné, et je le fais cliquer glisser. Je retourne dans mon Project Controller, le voilà ici. Donc là, vous commencez à voir un petit peu le principe de fonctionnement de Xilica, c'est que dans le Project Controller, chaque élément au sein du processeur est transposable sous un élément de logique numérique. Ici, vous voyez, numérique. Donc ici, simplement, qu'est-ce qu'il va faire ce bloc? C'est une lecture de l'état de notre petit volet déroulant à 5 options. Donc s'il est sur 1, ici on a un bloc qui va compter 1. Donc c'est simplement un bloc de comptage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de l'état de ce bloc, on va rajouter deux autres modules qui vont nous permettre de sélectionner la commande à envoyer en fonction de l'état de ce bloc. Donc pour ça encore, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans le Binary Data Input Selector. Alors je vais le marquer ici, ce sera plus simple. Binary Data Input Selector. Le voici, juste ici. Donc ce Binary Data Input Selector, c'est un bloc qui a son fonctionnement en fonction de l'input qu'on va lui envoyer. Donc là, vous voyez ici, je disais, c'est un bloc de lecture qui va se positionner sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Il va sélectionner en fonction du nombre qui lui est attribué parmi l'une de ses entrées. Par défaut, il n'en a qu'une seule. Mais ce qu'on va faire, on va lui en mettre 5 puisqu'on disait qu'on voulait envoyer 5 commandes à ce switcher vidéo. Bien sûr, ici, on est sur un bloc de sélection. Donc, contrairement au Logic to Binary, qui est aussi un bloc de stockage, là, on est simplement sur un bloc de sélection. Donc, il faut lui ajouter un petit compagnon, le Binary Data constante, une constante binaire. Hop, je lui mets les 5 entrées et je viens lui adresser. Donc, si je double-clique sur ce bloc, vous voyez qu'ici, c'est celui-ci qui représente notre bloc de stockage.
Donc en fait, c'est simplement le même principe que ce bloc-là précédent, sauf que là, ici, on va l'avoir en deux blocs. Un bloc de sélection et un bloc de stockage. Et il vous suffit, ici, comme précédemment, d'inscrire les commandes nécessaires au pilotage de votre switcher vidéo pour HDMI 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, alors j'ai préféré l'aborder à la fin, il y a une petite subtilité. C'est que ici, au sein de notre input selector, donc en layer 2, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, mais quand on le transpose dans le project controller, ici le décompte commence à 0. C'est un élément numérique. Donc il commence à 0, 1, 2, 3, 4, puisque quand on sera en 5, lui il démarrera avec un chiffre de retard. Donc ce qu'on va faire pour venir régler ce petit problème, on va venir, là vous allez encore découvrir les fonctionnalités un peu classiques du project controller, c'est qu'on va prendre un bloc numérique value add. Donc ça c'est une calculatrice qui fait que de l'addition, tout simplement. Il a des entrées ici, on va encore lui dire nombre d'input 2. On lui envoie des entrées, c'est-à-dire il va lire des numéros. Hein. Ici, je vous l'ai dit, ça c'est que un numéro en fin de compte. Et lui, il va faire l'addition. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est d'avoir ce numérique value add et de lui rajouter avec une numérique constante. Pardon, voici. Numérique constante ici, j'inscris 1. Et le problème est réglé. Étant donné que ici, il va commencer à 0, il va aller jusqu'à 4. Si on lui rajoute toujours 1, il va être toujours pile poil sur ce qu'on lui demande. Et donc simplement, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de l'envoyer. Et voilà, vous pouvez piloter votre switcher vidéo. Principalement, on va se limiter à ces deux types de programmation-là, généralement avec un processeur Xilica. Comme je l'ai dit, on peut aller plus loin, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de répondre à un besoin de petite automation, des installations où on ne va pas forcément partir sur un automate dédié qui ferait automatiquement gonfler le budget de l'installation, mais on souhaite quand même donner à notre client la possibilité de contrôler ses appareils de façon assez unifiée. Via une interface tactile comme le X-Touch par exemple, voilà, on va généralement s'arrêter là. Le but c'est pas d'aller sur un processeur automate, le but c'est d'être un processeur audio, voilà, comme je l'ai dit, qui peut un peu dépanner sur de la petite automatisation. Maintenant on va rentrer, c'est bien beau d'avoir tous ces blocs là, mais on imagine que le client, l'utilisateur final des appareils, ne va pas ouvrir Xilica Designer et venir sélectionner l'état de ce petit volet déroulant quand il veut switcher. Donc bien sûr, ce qu'on va chercher à faire, c'est retrouver tout ça sur une interface tactile. Alors je m'empresse de ramener un petit X-Touch sur notre feuille de programmation. Donc voilà, Xilica X-Touch, disponible en 8 pouces. Je viens double-cliquer sur le X-Touch. Et là, bien sûr, on a une nouvelle fenêtre qui est 100% paramétrable. Il me suffit... alors déjà, je vais mettre un petit peu de couleur. Je vais faire un petit peu, voilà, je vous montre. Hein. Ici, si je veux un fond d'écran, voilà, noir par exemple. Si je veux plutôt une image, je peux venir sélectionner un format PNG dans mon ordinateur. Et ce qu'on va faire, c'est que on va donner la possibilité à notre utilisateur de venir allumer et éteindre l'écran et aussi de venir choisir la source qui va arriver sur cet écran via notre switcher vidéo. Donc pour ce faire, je vais commencer par l'écran. Vous savez que sur Xilica, on est sur une logique de copier-coller, ou plutôt de cliquer-glisser. Donc mon bouton toggle on-off, ici, hein, que j'ai vu là sur cette chaîne de programmation qui vient me permettre d'allumer et d'éteindre mon écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer avec un CTRL plus clic gauche sur le module, et je viens le cliquer-glisser au sein de mon écran. Au sein de mon X-Touch, pardon. Et vous voyez ici, ce que je vais pouvoir faire, alors je vous montre simplement, bien sûr il y a possibilité, je vous montrerai après, d'aller sur quelque chose de plus fini, ça prend un peu plus de temps, mais si vous voulez avoir des interfaces qui soient visuellement plaisantes, c'est tout à fait possible, en rajoutant certaines textures sur les boutons et ainsi de suite. Moi ici je vais rester sur quelque chose de simple pour vous montrer le principe, et après seulement je vous montrerai une interface qui a déjà été finie, qui a été faite par Jacob dont je vous parlais précédemment. Donc
Voilà le bouton qui va allumer et éteindre notre écran. Une fois qu'on aura intégré le design au sein des appareils, ça apparaîtra sur le X-Touch. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus de manière tactile et vous allez pouvoir allumer et éteindre l'écran. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit texte quand votre bouton est dans l'état on. Donc, par exemple, quand il est en on et que vous cherchez à l'éteindre, éteindre l'écran, ça nous indique que c'est sur ce bouton qu'il faut appuyer quand on veut éteindre l'écran. Et là, quand il est en off, bien sûr, allumer écran, puisque quand il est off, on cherche à l'allumer. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que ça remonte ici. Il y a la possibilité, bien sûr, si on veut un bouton vert pour indiquer que c'est le bouton d'allumage. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur. C'est le vert Televic d'ailleurs, que j'ai sélectionné par mégarde, mais ça tombe bien. Je vais essayer de prendre un vert plutôt... allez, un vert comme ça, voilà, allumer écran. Je peux bien entendu gérer la taille de la police. Bon là, 72, c'est peut-être un peu exagéré. On va se mettre sur 24. Voilà. Je peux gérer également la couleur ici de la bordure. Vous voyez, là, elle est grise. Mais si je veux la mettre couleur azur, voilà que c'est fait. Et voilà, donc ici sur la partie droite, vous avez les propriétés de l'objet qui est sélectionné. C'est libre à l'imagination de chacun de venir allumer, éteindre, de venir gérer la couleur, gérer les textures, etc. Si vous voulez quelque chose qui soit 100% custom, ici, je vous invite à aller explorer ce petit menu déroulant et d'aller prendre Image. Et là, Image, vous voyez, On Image Name, hop, vous allez pouvoir sélectionner donc un petit fichier PNG, encore une fois, qui va reprendre pile poil votre typo, votre charte graphique ou celle de l'utilisateur. Enfin, ça permet vraiment d'aller dans le détail. Donc c'est avec ce genre de bouton là ici, en le transformant en image button, hein, qu'on va pouvoir aller vraiment dans un niveau de détail plus approfondi. Donc c'est la même, voilà, je vais le repasser ici hein, en toggle button, le voilà. Hop, et maintenant ce que je vais faire, c'est créer pour ce menu déroulant. Donc je rappelle rapidement la petite chaîne de programmation. Donc ici on a notre fenêtre avec notre commande qui est envoyée au switcher vidéo. Bien sûr, en fonction de quoi la commande est envoyée, c'est en fonction de ce bloc-là, en fonction de l'état de ce bloc-là. Donc je vais venir le prendre et je vais le cliquer sur mon interface. Alors là, on va avoir la question qui est de dire, oui, mais un menu déroulant pour sélectionner entre 5 sources vidéo, c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux. Effectivement, donc on a la possibilité de transformer ce menu déroulant en 5 boutons indépendants. Pour ça, je vais le copier-coller 5 fois. Je vais les disposer rapidement sur mon écran. 1, 2, 3. Ah, j'en ai fait un trop. Hein. Alors, on va les mettre comme ça. Alors, est-ce qu'il va passer tout pile? C'est pas l'idéal. Je peux réduire leur taille. Vous voyez, il suffit de les prendre tous ensemble avec un clic et glisser. Et vous venez réduire comme ça. Ils vont tous avoir la même taille. Vous n'avez pas besoin après de les mettre les uns à côté des autres pour savoir s'ils font bien la même taille. Donc je viens les reprendre tous en même temps, puisque là on n'a que 5 menus déroulants, en fin de compte, on vient que de multiplier notre problème initial. Donc ce qu'on va faire, on va tous les sélectionner. On va ici changer, il s'agit d'une option box, hein, le menu déroulant ça s'appelle option box ici dans le Note Designer. On va les transformer nous en radio button. Donc là c'est des boutons d'activation uniques, si vous préférez. Donc on a nos 5 boutons qui vont avoir qu'une seule valeur. Là, leurs valeurs ont toutes été définies comme étant -1. Ici, je vais sélectionner donc les boutons un par un et je vais me rendre dans Control Action Value. Et vous voyez, leur assigner chacun une petite valeur parmi ce menu déroulant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, c'est fini. Il suffit après, bien sûr, comme je vous l'ai montré précédemment, de prendre les couleurs qui vous plairont, qui conviendront le plus à vos besoins. Ici, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre un blanc, bon, quelque chose qui ivoire, ça ressemble suffisamment à du blanc. Non, pardon, celui-là, il faut qu'il soit en noir. La bordure,
c'est elle qui sera... Allez, on va prendre... Il est passé où le Ivory? Alors, on va prendre quelque chose de... Allez, azur. Et la couleur du texte, azur également. Voilà. Donc là, on a des boutons qui vont plus se fondre dans le fond d'écran. Bon, après, c'est bien sûr question de goût, hein. Et là, on va utiliser, encore une fois, bouton par bouton. On va aller dans Override Button Label et on va indiquer HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, 4 et 5. HDMI 4 et HDMI 5. Voilà. C'est terminé. Il vous suffit peut-être, si vous préférez, changer bien sûr la disposition, etc. Bon, là on est sur quelque chose, hein, comme j'ai dit, d'assez basique. Voilà. Et donc voilà comment de A à Z vous allez pouvoir piloter des petits équipements très facilement, hein, et donner le contrôle de ce pilotage à votre utilisateur. Donc c'est fini pour la partie programmation. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez faire un essai, n'hésitez pas à contacter votre responsable commercial Televic, qui se fera un plaisir de vous envoyer une mallette de prêt, afin que vous puissiez tester ça en conditions réelles dans vos locaux avec les appareils que vous souhaitez contrôler. Bien sûr, voir si c'est compatible. Normalement, à partir du moment où un produit peut recevoir une commande sur IP, ça devrait être compatible. Donc il n'y a pas trop de limitations en ça. Pour terminer ce webinaire, je vais vous montrer un projet qui était réalisé par Jacob, hein, comme je vous disais, qui a rejoint nos équipes il y a 2 semaines. Donc là on est parti sur le template de base pour le tracking avec la Shure Amixa. Et donc ce que je veux vous montrer, moi, c'est juste ici. C'est un exemple de programmation, jusqu'où on peut aller en termes de texture, en termes de design. Donc vous voyez, là on a un design Xilica qui est assez bien fini, donc où Jacob a uploadé différentes textures, différents PNG au sein des boutons afin de leur donner ce rendu sur mesure. Je vais naviguer rapidement entre les pages. Donc vous voyez une page d'accueil avec un bouton qui nous envoie vers les réglages de l'écran, un bouton qui nous envoie vers les réglages caméra et un bouton pour les paramètres. Donc la partie audio, la voici. On peut gérer bien sûr les sources, soit entre la partie sans fil telle qu'un Barco ClickShare, hein, à savoir que Xilica est certifié Barco ClickShare, ou un PC s'il est branché en USB par exemple. Alors je vous rassure, je clique ici, on voit que il y a un encadré orange. Bien sûr, je suis dans l'interface de programmation. Un utilisateur, lui, quand il clique dessus, il n'y a pas de ce carré orange qui apparaît. Donc ici, le niveau sonore de notre microphone. Et ici, la possibilité de venir gérer le volume audio complet de la salle. Donc le volume général. Ici, un petit interface pour venir gérer la caméra, rappeler des presets. Et ici, l'EQ relatif à la salle. Bien sûr, on a possibilité de cacher cette fenêtre de programmation, qu'elle soit accessible qu'au moment de l'installation, et ensuite accessible uniquement à travers un mot de passe. Ça, c'est faisable également. Et pour finir, les différents vumètres entre le micro, l'AEC, la sortie, le niveau audio de l'USB et le niveau audio qui est envoyé au haut-parleur Sonia C5. Donc voilà, vous voyez, ici on a une interface qui est plutôt bien finie, qui nous permet vraiment d'apporter une petite touche de finition premium à nos installations. Si vous désirez avoir une entrevue avec Jacob pour qu'il puisse vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à ce genre de résultat, alors je vous l'ai montré, hein, il faut aller simplement chercher le PNG le plus approprié à mettre sur votre bouton. Mais si vous voulez quelques petites astuces de programmation, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation avec Jacob, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin sur cette partie programmation des interfaces utilisateurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce webinaire édition numéro 2 touche à sa fin. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter les équipes Televic ou moi-même. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet jusqu'à la livraison, en passant par la partie programmation. Ça sera un grand plaisir pour nous de travailler avec vous.
Donc merci d'avoir suivi ce webinaire et à bientôt pour le prochain début d'année suivante. Au revoir.